je vais tout d'abord remercier la Fondation Maladie-Rare pour nous donner l'opportunité de présenter ce travail qui a porté sur l'annonce d'une maladie rare en prenant l'exemple de la craniosénose. Donc, tout d'abord, nous allons voir très rapidement ce que c'est la craniosénose pour vous permettre d'apprendre mieux le projet dont l'acronyme était AMAC, et puis conclure sur ce qui ont été les résultats de ce travail. Donc, la craniosénose se définit par une fermeture prématurée d'une suture du crâne. Nous avons tous, à la naissance, une série de sutures qui sont connues depuis les temps anciens d'Hippocrate et de Galien, mais parfois, ils interviennent dans des pathologies, et ça, c'est quelque chose de plus récent comme connaissance, au temps du Virchow. Si une suture disparaît, eh bien, la croissance du crâne va être altérée, et donc on sait qu'on aura une déformation qui va avoir lieu et qui va toucher aussi le contenu cérébral. Et donc, on va voir différentes formes de déformation qui vont être toujours les mêmes, liées au fait que les sutures sont toujours à peu près à la même place à la naissance. Ceci nous permet aussi de revoir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, notamment les descriptions de Périclès par Plutarque. Le crâne était allongé, probablement il avait une de ces types de craniosénose, c'est-à-dire une scaphocéphalie où le crâne s'allonge. Donc, on est dans le contexte des maladies rares, 1 sur 2500 naissances, avec des formes différentes. On a vu une condition qui est hétérogène, puisqu'on peut avoir des formes qui touchent une seule suture, des formes avec plusieurs sutures, dans le contexte de syndrome, avec des atteintes qui touchent aussi la face ou les extrémités, des formes qui vont être purement isolées, des formes qui vont être familiales, avec une hérédité derrière. Donc là, des exemples pour vous situer le problème. Donc, dans la scaphocéphalie, vous voyez l'enfant qui a un crâne qui est allongé et qui est serré. On le voit très bien dès la naissance. Dans la trigonocéphalie, le crâne a une forme triangulaire. Dans la plagiocéphalie, on va avoir toute une scoliose de la face, une déformation qui va toucher aussi le visage. Le crâne peut s'élargir dans la brachycéphalie. Et puis, on a des formes aussi qui peuvent être, comme je disais, syndromiques. Des atteintes des extrémités. Le prototype, le syndrome d'Aper, décrit il y a plus de 100 ans avec une syndactylie des mains. Donc, on voit ça touche au-delà du crâne. Et le syndrome de Crouzon avec une atteinte qui va être faciale. Et puis, d'autres formes. Donc, le syndrome de Pfeiffer, décrit plus récemment, avec des formes qui peuvent être beaucoup plus graves, comme les crânes en trèfle, où le crâne est très déformé et la compression cérébrale très importante. Donc, l'atteinte va au-delà du crâne dans les formes syndromiques avec une atteinte faciale du visage, des dents. Et puis, comme je disais, on a une hérédité dans les formes syndromiques, mais aussi dans les formes monosuturaires qui peut exister. Donc, le problème est non seulement cosmétique, mais il y a une répercussion sur le cerveau qui va être comprimée. Donc, on a des enjeux qui vont être aussi au niveau du développement cognitif de ces patients. Ils ont un problème de croissance du crâne. La pression dans le cerveau augmente. Il y a peu de place pour le cerveau, le cervelet. On peut avoir des répercussions au niveau de la moelle. On a des répercussions sur les yeux, des problèmes au niveau de l'alimentation, dans la respiration, quand il y a une atteinte faciale importante. Et donc, vous voyez qu'il y a des enjeux qui vont être très importants, fonctionnels et esthétiques. Donc, on va avoir un problème de disproportion qu'on voudra corriger, traiter ce problème de la pression intracrânienne, les problèmes ophtalmologiques et éviter le risque du retard psychomoteur. Et puis un problème cosmétique, donc je vous le disais tout à l'heure, Périclès avait ça, et déjà à l'époque, on se moquait de lui à cause de la forme de la tête, et on n'est pas tous Périclès pour assumer qu'on se moque de nous. Donc il y a tout ça qui se rajoute chez les patients qui ont ce type d'atteinte. Donc vous voyez que c'est une maladie rare qui pose le problème de la correction chirurgicale, pour décomprimer le cerveau, corriger la dysmorphie, et en plus, il y a un risque de récidive si on a une maladie qui est d'origine génétique. Donc, généralement, dans la forme simple, c'est une seule opération, une seule fois, plusieurs chirurgies dans les formes complexes et un accompagnement tout au cours de l'enfance. Et donc, le but, ça va être de changer la forme donc, du crâne, par exemple, quand il est allongé, en quelque chose de plus rond. Donc, juste rapidement, on va écarter les os du crâne, on va opérer les enfants pour permettre d'avoir plus de place. Donc, c'est des opérations qu'on fait dans la première année de vie. On ouvre l'os, on le remodèle, et ça permet d'avoir un crâne qui va être arrondi. Et ceci va se voir et permettre, donc vous voyez ici deux jumelles avec un crâne atteint à gauche et un crâne normal à droite. Et puis après l'opération, à distance, on ne pourra plus faire la distinction parce qu'on aura permis une croissance normale par la correction. Donc les chirurgies peuvent être plus lourdes s'il y a une atteinte orbitaire. Une atteinte faciale, là encore, c'est des chirurgies qui vont être plus complexes. Mais globalement, il y a différentes techniques, mais on peut essayer petit à petit de résoudre ces problèmes de croissance. Donc on est dans la maladie rare, une composante fonctionnelle, une composante esthétique, une prise en charge chirurgicale. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le prototype d'une pathologie qui peut se transposer à d'autres modèles où il y a une mise en jeu donc, de l'enfant, il y a la maladie, le malade, et en plus dans ce contexte-là, les parents à prendre en jeu. Et donc on a la mise en danger de l'enfant et tout le problème pour le couple à qui on dit que l'enfant a une maladie et qu'il va avoir besoin d'une chirurgie pour corriger tout ça.
Donc, on touche les nouveau-nés. On a la mise en jeu du devenir fonctionnel de l'enfant parce qu'il y a un risque sur son devenir intellectuel. Il y a la composante esthétique qui est aussi à son importance et une prise en charge complexe qui potentiellement met en danger l'enfant. Donc tout ceci doit être annoncé au moment du diagnostic. Et donc vous vous rendez compte de la lourdeur pour les parents et de supporter tout ça. Donc la question, c'est comment on peut améliorer ce moment d'annonce. Et donc on s'est posé la question de comment le vivent les parents, comment ils vivent ce problème. Et on s'est principalement intéressé aux parents, bien sûr, parce qu'on parle de petits-enfants, mais on s'est aussi intéressé aux patients plus grands qui pouvaient nous rapporter un peu leur vécu. Donc c'est un projet qui a été financé par la Fondation Maladie Rare, multidisciplinaire, donc un chirurgien, c'est-à-dire moi, un sociologue, l'auteur Collinet, puis statisticiens, psychologues qui ont travaillé avec un versant de questionnaire qui a été envoyé aux familles pour avoir un petit peu leur vécu, des entretiens directifs avec les familles, et puis encore un autre volet de questionnaire à nouveau qui nous ont permis de retravailler certaines questions, surtout la dimension temporelle, en étudiant les patients dont les enfants venaient d'être opérés, les parents à 5 ans de la chirurgie, et puis les parents à 10 ans de la chirurgie, plus les adolescents eux-mêmes. On a vu donc le parcours de soins, le moment de la consultation d'annonce, et aussi évidemment le vécu, et surtout le décalage qu'on peut avoir entre la vision de nous soignants par rapport à celle des parents. Donc, le parcours de soins, la craniosénose est remarquée, diagnostiquée par le pédiatre dans la plupart du temps, par les parents parfois, sous-estimée par le reste des soignants. Et puis, souvent, les parents, on leur dit allez voir le centre de référence, allez voir les soignants, et on laisse cette démarche à faire à la famille, ce qui est déjà un premier obstacle pour les parents, avec des temps d'attente qui vont être souvent très longs. Après, on a vu que, comme je disais, qu'il y a un décalage. Nous, soignants, on se dit la forme, c'est une forme simple, c'est une seule opération, voilà, on ne va pas faire toute une histoire pour une seule opération, c'est comme une appendicite et c'est fini. Et puis, en réalité, on se retrouve avec les familles qui se disent la chirurgie a été banalisée, heureusement qu'il y a d'autres gens qui nous ont dit que ça allait être plus complexe, et puis à contrario, des fois on donne trop de détails, et les familles qui disent il nous a fait peur, il nous a donné trop d'informations qui nous ont angoissés. Les formes complexes, là on sait qu'on va avoir plusieurs chirurgies, donc on l'explique aux personnes, il y aura plusieurs chirurgies, ils vont être espacées, on va s'occuper de votre enfant, et on se concentre sur l'enfant, et puis en réalité, on a vu, les problèmes vont toucher toute la fratrie, les problèmes vont être familiaux, on aura les problèmes pour l'enfant, mais aussi sur l'ensemble de toute la famille, et notamment aussi parents et frères et sœurs. Pour les formes familiales, souvent on se dit les gens connaissent déjà, ils sont passés par là, ils connaissent déjà les termes, on utilise parfois un vocabulaire plus technique, et puis en réalité, même s'il y a déjà eu des cas dans la famille, même si c'est un autre enfant qui est déjà atteint, la surprise c'est certes moindre, mais le degré de stress, le sentiment de culpabilité sont tout aussi forts, voire plus, et donc les parents se posent les mêmes questions pour les formes isolées, et donc là encore un décalage entre ceux que nous soignants on vit et ceux que vivent les parents. Et puis, pour ce qui est vraiment de l'annonce diagnostique, on se dit souvent, le pédiatre, le médecin traitant ont déjà posé le diagnostic, ils ont dit, il y a un problème, allez voir un spécialiste, donc là, on est en deuxième recours, donc on vient, le patient rentre, oui, je vous confirme, j'ai juste besoin de confirmer, le diagnostic a déjà été posé. Et puis, non, en réalité, il n'est posé que dans 40% des cas. Souvent, le médecin traitant dit je ne sais pas, aller voir, peut-être il y a un problème. Donc, les gens ne savent pas vraiment le diagnostic. Et puis, même quand on leur a dit il y a un problème, allez voir un centre de référence, souvent ils espèrent peut-être il y a eu erreur, peut-être c'est pas vrai. Et donc, il y a toujours l'espoir. Et ils arrivent donc chargés de cet espoir qui donc rend l'annonce toujours tout aussi difficile. Et donc, il y a un grand stress au moment de cette annonce. Il y a une grande angoisse qu'on a pu voir dans le récit des parents. Donc, on s'est pris une grande claque, on n'a pas compris. La consultation est passée vite. On a été obligé d'aller compenser sur Internet pour avoir plus d'informations. Donc, grand stress, grande angoisse, souvent lié au temps qui est jugé trop court. Après, on peut le voir dans l'autre sens. 80% des cas, la consultation avait un temps adéquat et un vocabulaire adéquat. Mais encore, on est loin d'avoir un 100% des parents qui trouvent qu'on a utilisé, comme je disais, un langage difficile et on n'a pas été assez à l'écoute. L'annonce de cette pathologie donne aussi génératrice d'isolement. Donc les parents se sentent seuls, l'enfant est différent, donc il est un peu mis à l'écart. Souvent, ça fait éclater le couple et, comme je disais, ça va entraîner aussi un impact sur la vie professionnelle des parents qui doivent s'occuper de l'enfant malade et donc du coup des répercussions qui vont bien au-delà de l'enfant lui-même.
Et en même temps, on a encore un décalage avec probablement le monde anglo-saxon où on a un recours aux associations et aux autres parents très important, ou aux psychologues. Les parents, quand même, ont eu du mal à aller voir des consultants, des psychologues ou les associations de parents parce qu'il y a encore l'image de je n'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, je vais m'en sortir tout seul. Et ce décalage-là est aussi très important. Donc la consultation idéale, qu'est-ce qu'elle serait? Déjà plus de temps pour un tiers des parents. Et là est un exercice très difficile pour les soignants parce qu'on vous demande plus d'informations, mais avec un vocabulaire simple, mais en même temps de ne pas faire peur, de ne pas trop rentrer dans les détails. Donc vous voyez comment il y a cette dichotomie entre je veux tout savoir, mais en même temps je ne vais pas savoir, qui se reflète en fonction des différentes psychologies des parents. Et quand on regarde justement le stress au fur et à mesure dans le cas de cette maladie, quand on regarde au moment de l'annonce diagnostique par rapport à l'opération qui va suivre, vous voyez qu'on a des degrés de stress rapportés qui sont très élevés dans le temps, et notamment après le moment de l'annonce diagnostique. Donc, quand on regarde ces courbes de stress rapportées, je vous dis sur plus de 300 par an, on voit que la consultation d'annonce, en réalité, augmente le stress, et ce stress va perdurer dans l'attente de cette chirurgie. Donc, il n'y a pas un effet réducteur sur le stress au moment de l'annonce de la maladie rare, même si on explique, et on dirait que les gens devraient être plus rassurés après avoir vu le spécialiste. Donc, effectivement, ils sont soulagés, ils sont plus confiants, mais en même temps, ils sont toujours stressés, ils sont toujours dans cette sensation de dépression qui va persister tout au fur et à mesure. Quand on regarde aussi, est-ce que ceux qui ont été opérés il y a 10 ans ont un vécu différent, on voit qu'en réalité, ils rapportent exactement le même niveau de stress. Donc le temps n'efface pas le stress. On peut le voir aussi qu'on ne s'est pas amélioré, nous, dans l'annonce dans les dernières 10 années. Il y a toujours un grand moment difficile et vous voyez qu'il n'y a aucune différence dans ce qui est vécu et ce qui est revécu quand on essaie de faire appel aux souvenirs. Et quand on regarde, c'est vraiment quelque chose qui reste constant. Là où il y a une petite différence, dans les formes simples et les formes complexes, il y a un petit écart, mais encore une fois, ça reste vraiment très léger. Même les formes considérées simples ont un vécu qui est très difficile. Et puis, vous voyez le petit pic. À chaque fois qu'on retourne voir le médecin pour la consultation du suivi, on a un nouveau stress parce qu'on se dit, j'espère qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il ne va pas nous dire qu'il y a besoin d'une opération. Et donc, vous voyez que même les consultations du suivi sont tout aussi stressogènes que la première consultation. Quand on a regardé en fonction du sexe des répondants, il y a eu un petit décalage. Le stress rapporté par le papa sont un petit peu moins dans l'attente des mamans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils font ceux qui sont durs et qui ne stressent pas? C'est difficile à dire. En tout cas, on a vu très peu de différence en réalité entre les réponses des papas et des mamans dans ce contexte. Les parents se disaient plus souvent déprimés et plus que leur qualité de vie des enfants était considérée moins bonne par les papas vis-à-vis des mamans, mais ces différences restent minimes. On avait des différences par contre par rapport au sexe de l'enfant atteint. Quand l'atteinte était touchée une fille, on avait un sentiment d'injustice beaucoup plus fort, probablement pour l'aspect cosmétique et l'importance de l'esthétique qui est donnée plus importante pour une fille que pour un garçon. De l'autre côté, quand c'était un garçon qui était atteint, il y avait plus de répercussions sociales, plus de répercussions dans le terme de l'intégration dans le groupe scolaire ou familial, avec besoin de faire appel aux associations pour aider la prise en charge de ces garçons atteints. Les formes complexes se sont révélées effectivement plus difficiles, avec une estime, une acceptation de soi moindre de la part des adolescents, un impact sur la limitation physique, mais aussi inattendu, l'impact économique, qui est souvent sous-estimé à cause, comme je disais, de perte de revenus familiaux, à cause du fait qu'on doit s'occuper de l'enfant, et donc ça répercute sur moins de temps de loisirs, moins de soutien social, des pensées négatives plus fréquentes. Et du coup, l'impact va bien au-delà de l'enfant atteint, parce qu'il touche aussi toute la fratrie qui va être affectée, parce que les parents vont s'intéresser à l'enfant malade, et donc il y a un retentissement indirect sur les frères et sœurs, et puis je vous disais, les difficultés professionnelles pour les parents, pour s'occuper pleinement de leur travail et s'occuper de l'enfant atteint. Et ceci, on le retrouve aussi dans les formes monosuturaires plus importantes, comme je disais, la plagiocéphalie, où il y a une scoliose de la face, donc une atteinte faciale plus importante. Donc là aussi, l'atteinte de l'image de soi, l'impact social vont être plus important. Donc au total, l'annonce reste un moment très difficile, et ça peut se translater à toutes les autres maladies rares qui ont cette composante à la fois physique, visible et invisible, et la problématique de l'impact neuropsychologique. Donc le souvenir va rester très vif dans la mémoire des gens, et c'est souvent sous-estimé cet impact par les soignants. Donc l'importance de bien expliquer à tous les professionnels que c'est un moment ultra important. Donc ça veut dire que réfléchir au parcours de soins, notamment dans la maladie rare, et
c'est le moment idéal, maintenant qu'il y a une refonte du plan maladie rare, de voir comment il faut développer le parcours de soins pour qu'il y ait le moins de temps possible d'attente qui, vous avez vu, participe à la génération de stress, pour qu'on puisse éventuellement allonger les temps de consultation ou les multiplier pour que les gens puissent revenir après la phase de sidération qui accompagne l'annonce, reposer les questions et au lieu d'aller chercher sur Internet. Multiplier le point de vue, on a vu que c'est important pour les familles d'avoir aussi des visions différentes que purement celles du chirurgien, mais en même temps, faire attention par des formations que les discours soient le plus homogènes possible pour qu'on n'ait pas un discours tout blanc et tout noir en fonction de avec qui on s'adresse. Et puis, les carcinoses ont des conséquences différentes, des impacts différents, et donc cibler le discours en fonction du type de carcinose auquel on va avoir affaire. Et comme je vous disais, essayer de donner le plus d'informations vérifiées possible pour éviter qu'après les gens aillent voir ailleurs des informations non vérifiées et puis que ça crée encore plus de stress ou de problèmes dans la suite. Donc, je voulais remercier la Fondation, bien sûr, et ensuite le Centre de maladie rare, notamment la secrétaire, les parents, l'association de parents, pour nous avoir aidés dans cette étude. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui, effectivement, en plus, peut servir d'exemple pour, malheureusement, un grand nombre de maladies rares auxquelles nous sommes tous confrontés. Donc, nous avons tout à fait le temps de vous poser des questions. Peut-être je commence avec une. Fondée sur cette étude, vous nous avez identifié, au-delà des aspects globaux, il me semble, 2 types de facteurs de risque en fonction de la sévérité de la forme de craniosténose. Et aussi, vous avez évoqué la notion peut-être de différences liées à des antécédents dans la famille, si la famille a déjà été confrontée ou non à une craniosténose. Mais au-delà de ces deux aspects importants, est-ce que vous avez identifié d'autres facteurs qui pourraient, je ne sais pas, de nature sociologique, socio-professionnelle, économique, psychologique, qui peuvent influer le niveau d'angoisse et la réaction de la famille et sur lesquels vous pourriez intervenir, autrement dit, avoir une espèce de grille prédictive qui pourrait faire moduler votre intervention? Mais les éléments principaux, c'est ce que vous avez rappelé, ce sont vraiment les éléments familiaux et le type d'atteinte. Après, le contexte familial intervient indirectement dans le recours et dans le réseau derrière qui va plus ou moins supporter la famille dans ces démarches. C'est sûr qu'il y a des familles qui sont plus à risque, dans des contextes socio-professionnels moins, disons, plus dévalorisés, ou les familles qui vont éclater dans les suites de l'annonce. Et ça, malheureusement, après, on le retrouve dans tous les groupes. Ce sont les cas d'isolement très importants qui peuvent se retrouver avec l'isolement qu'il soit professionnel ou familial. Et donc c'est plus ça, quelque chose qui va se démasquer dans les suites immédiates de l'annonce, et on le voit entre le moment de l'annonce et le moment de la prise en charge chirurgicale et dans le suivi chirurgical juste après. Bonjour, je suis Caroline Roita, je viens de l'association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson. Je suis juste derrière les caméras, donc vous ne pouvez pas me voir. Voilà, je suis là. Je voulais remercier votre présentation parce que, en fait, elle est très rafraîchissante pour nous, les patients. On commence juste le colloque, mais c'est bien de pouvoir nous voir comme des patients et pas comme des données. Ça, c'est magnifique, c'est très rafraîchissant. J'ai juste une question. Je voudrais savoir un peu plus sur le rôle des associations et des patients au moment de l'écriture du projet et après de son déroulement. Comment ont été ces échanges? Un peu anecdotique, ma question. Merci. Merci à vous pour votre question. D'un point de vue méthodologique, on a eu disons, un moment initial qui était le moment de mise en place du projet, dans lequel on a soumis l'idée, on a discuté avec les 2 associations principales qui s'occupent de ces 2 disons, des maladies, qui ont une association pour les formes entre guillemets simples et une association qui s'occupe des formes plus complexes. Et donc on a soumis le projet initialement, et ensuite on a eu un deuxième moment, au moment de la monture du projet lui-même,
lui-même, après la lettre d'intention, dans laquelle on a essayé d'évaluer ensemble la faisabilité et les questions qui pouvaient être importantes avec leur vécu. C'est-à-dire que les différents aspects, notamment l'impact de la fratrie et l'impact sur les parents, ce sont des discussions avec eux qui nous ont permis de les formuler. Parce que c'est souvent quelque chose que nous, en tant que soignants, notamment d'un point de vue chirurgical, on s'occupe de l'enfant malade au moment de l'hospitalisation, mais tout ce qui est derrière, tout ce qui concerne les autres enfants qui peuvent être dans la famille, on ne le voit pas, puisque par définition, dans un service de chirurgie de petit enfant, on ne va pas faire venir les autres enfants, donc on ne les connaît même pas. Et donc c'est vraiment par la discussion avec les associations de familles que tout cet aspect est apparu et qu'on a voulu donc questionner. Et puis évidemment, après l'analyse des résultats avec la confirmation de ce qui étaient les hypothèses de notre côté et de leur côté. Oui, Jacques Bernard, bonjour. Je suis président de Maladies Rares Info Service et monsieur, vous venez d'exposer un cas qui nous concerne tous les jours dans ce service d'écoute et d'orientation des malades ou des parents de malades. Ne rien savoir par rapport à une maladie, c'est terrible. Apprendre, c'est un scud qu'on prend sur la tête. Et tous les jours, on a des appels de parents qui ont été l'objet d'un diagnostic, soit pour eux-mêmes, soit surtout pour leurs enfants, qui sont soulagés de savoir ce vers quoi ils vont en termes de maladie, mais qui sont complètement désemparés. Et il faut trouver les mots, comme vous l'avez très bien dit et très bien fait, pour essayer de compléter les explications du médecin ou du chirurgien. C'est un travail répétitif souvent, indispensable. Et franchement, on est dans un domaine où améliorer la relation entre le médecin et le malade. Nous, on dit les malades, on ne dit pas les patients, à Maladies Rares Info Service, comme à l'Alliance d'ailleurs. Et c'est un travail quotidien, indispensable. Et c'est un moment de vie pour des malades ou des parents de malades qui est fondamental. D'autres questions, commentaires? Jean-Louis? Moi, juste, c'est une très belle intervention. Je voulais simplement... effectivement, l'annonce du diagnostic pour des maladies sévères, c'est toujours, les gens parlent souvent de sidération, ce qui fait d'ailleurs que la compréhension de ce qu'on dit est plus difficile. Et bon, en génétique, mais surtout, j'allais dire à l'étranger, il y a aussi cet autre médiateur qui est le conseiller en génétique. Et je pense que les parents disent souvent, c'est quand même plus facile d'aller parler après peut-être à quelqu'un qui n'est pas le grand professeur, le grand chirurgien dont on sait qu'il est très très pris, où il faut attendre des mois de consultation. Et je pense que d'avoir cet intermédiaire qui est peut-être moins impressionnant, et notamment aux États-Unis, c'est eux-mêmes qui vont rappeler la famille 15 jours après, ils vont téléphoner, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous avez besoin de renseignements, plutôt que d'attendre que les gens aillent consulter. Je pense que ça serait... Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que nous, on a essayé exactement ça, le côté de, voici le contact de la psychologue experte qui va pouvoir vous aider, ça marche pas. C'est-à-dire les gens se disent, j'ai pas besoin d'un psy, je vais m'en sortir. Alors qu'on a mis en place à ce moment-là, au moment de la consultation, la présence de la psychologue qui dit « je suis là, je vais vous recontacter ». Ça fait partie du protocole, donc les gens savent qu'ils vont avoir un appel. Par contre, quand même, même les gens sont contactés, le retour lui-même est très faible. C'est-à-dire qu'on a quand même, je vous ai montré, 10 à 15% des familles qui maintiennent un suivi, alors que la plupart ne va pas le faire. Je pense qu'on n'est pas encore dans la mentalité, comme je disais, anglo-saxonne, américaine, où c'est normal de se faire aider. On est encore dans un contexte de je dois m'en sortir tout seul, c'est une épreuve qu'on va pour moi et je n'ai pas besoin. Et donc c'est ça surtout qui est très important. Après, la multiplication des moments de discussion est fondamentale. Comme vous dites, ce n'est pas forcément le même interlocuteur. Et là, c'est le danger d'avoir des points de vue qui peuvent être trop différents, parce qu'en multipliant les discussions avec différents interlocuteurs, on a le risque après d'avoir des discours qui vont créer de la confusion s'ils ne sont pas exactement de la même longueur d'onde. Et là, donc, on revient sur la formation de tout le personnel tout autour pour qu'ils puissent avoir un même discours homogène. Mais en tout cas, la multiplication clairement des consultations post-annonce est quelque chose qui doit être pris en compte dans le parcours pour ces malades, pour permettre aussi d'avoir moins besoin de recours à des extérieurs, à des gens qui après peuvent être désemparés parce qu'ils ne peuvent pas connaître toutes les maladies rares par définition. Je suis Patrick Bernuchon, administrateur de l'AFM Téléthon. Je voudrais féliciter la Fondation Maladies Rares d'abord d'organisation de ce colloque, et j'ai une question sur la courbe de l'annonce du diagnostic.
Voilà, j'ai été étonné de constater l'absence de la mesure d'un stress, d'un temps. C'est le temps de l'annonce de l'opération qui ne figure pas le stress au moment de l'annonce de l'opération. Est-ce que cette annonce de l'opération, entre l'annonce du diagnostic et l'opération elle-même, est facteur de surstress ou de déstress? Merci beaucoup. C'est une période qui est très difficile pour les parents, et donc c'est une phase qui, ils ont pratiquement tous jugé presque horizontale. C'est-à-dire, attendez, on la voit peut-être, oui, voilà. Ça, c'est le moment où on annonce que l'enfant a une maladie rare et il faut qu'on l'opère. Ça, c'est le moment de l'opération, et ça, c'est la phase intermédiaire dans laquelle les gens rentrent à la maison dans l'attente de l'opération. Et vous voyez que c'est pratiquement plat. C'est-à-dire qu'il y a un stress permanent qui ne va pas diminuer malgré l'annonce, et qui va avoir un apex au moment où l'enfant va être hospitalisé pour l'opération. Donc le stress va perdurer après l'annonce. Merci. Le stress, c'est des échelles des parents de 0 à 10 dans lesquelles ils évaluent eux-mêmes leur degré de stress.